bon? Ouais, attends un petit peu, je veux juste te voir parce que je te vois plus. Ça, c'était le Skype. On va le Fais fermer. pas d'erreur, là, tout marche. Non, c'est ça, je veux faire attention. Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Alors bonjour, je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Cette semaine, mon invité est une infirmière que j'ai connue au CHU de Québec il y a près de 8 ans environ. Là. On va rentrer dans les dates plus précisément tout à l'heure. Il s'agit de Andréane Racine. Andréane, bonjour. Allô, Jean-Pierre? Ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors, merci d'être là ce matin. Là. Je sais que ton conjoint vient de partir avec ton garçon pour la garderie. Merci de me recevoir. C'est gentil d'être là. Donc, moi, je me souviens de toi, Andréane. En fait, moi, je suis arrivé à Québec en 2005, puis j'ai le souvenir, avant de préparer l'entrevue, j'étais pas trop sûr des dates, mais le souvenir le plus intense que j'avais, c'est quand tu avais décidé de quitter Québec, quitter Saint-François-d'Assise pour aller faire de la médecine humanitaire. Le sentiment qu'on avait à Québec, c'était mais qu'est-ce qui est passé par la tête? Là? On disait, une jeune femme qui s'en va, là, vraiment. On avait l'impression que tu t'en allais dans la fosse au lion. Là. On va y revenir en détail tout à l'heure, mais te rappelles-tu comment tu te sentais à l'époque là, quand tu as décidé de quitter le Québec pour t'en aller à l'étranger pratiquer ton métier? Ouais, je m'en rappelle très bien. C'était en 2014, ma dernière année à Saint-François. Puis c'était un peu un choix de la dernière chance, on va dire. Je pensais que j'avais fait un peu le tour du métier d'infirmière. Pour moi, si je voulais aller ailleurs, je voulais faire d'autres choses, je m'ennuyais un peu. J'avais le goût de bouger, mais beaucoup de monde m'ont dit ça, puis je sais que les gens s'inquiétaient un peu pour moi, mais en même temps, ils étaient quand même curieux d'entendre parler de ce que ça serait. De ce qui se passait avec toi, là, Ouais, c'est ça? à l'étranger, comment ça se passait, les choses dans un bloc opératoire ailleurs. On va y revenir tout à l'heure, là, plus tard dans l'entrevue. Simplement pour te présenter, tu es né le 10 avril 1987 à Québec. Tu es mère d'un jeune garçon de 2 ans qui s'appelle Théodore. Tu es enceinte d'une petite fille qui va naître tout de suite après Noël. Tu as connu ton conjoint qui est infirmier également à Gaza en 2018. Tes études secondaires à Loretteville, puis à la Courvilloise à Beauport. DEC en sciences infirmières au cégep de Limoilou. Et ça, c'est un autre souvenir que j'avais, c'est quand tu étais infirmière à l'hôpital Saint-François-d'Assise. À l'époque, tu étais inscrite en génie. Puis là, finalement, en consultant les notes d'entrevue, je vois que tu as été inscrite à plusieurs programmes. Donc, tu te cherchais un petit peu aussi à l'époque, j'imagine? Pas mal, oui. Je me cherche encore des fois. OK. Mais le génie, tu as fait ça combien de temps? Est-ce que tu faisais ça à temps partiel? Un peu plus qu'un an, à temps plein. OK. Mais j'ai eu ce problème-là, on va dire, les 4 fois où j'ai essayé d'aller à l'université, on dirait que c'était pour moi pas assez hands-on. Je m'ennuyais. C'était pas assez vite vers qu'est-ce que je voulais faire. Fait que j'ai essayé différentes affaires. Mais finalement, pour toujours revenir aux soins infirmiers, j'ai comme réalisé, je pense, que ma place était là, mais qu'il y avait différentes avenues possibles. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le métier d'infirmière à la base? C'était justement des possibilités. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le changement. Après 2 ans, on va dire, dans le même setup, je m'ennuie. J'ai besoin de découvrir d'autres choses, une autre équipe, d'autres défis. Je voyais beaucoup d'options en soins infirmiers, que ça soit en voyageant ou auprès des différentes clientèles. Je trouve que c'est un métier qui a beaucoup d'options. C'est presque infini, les options. Donc, toi, quand tu travaillais à l'époque à Saint-François-d'Assise, dans ta tête, c'était clair que ce ne serait pas pour toujours. Là. C'est temporaire, là, tu sais. Au début, je l'essaye toujours en me disant que ça va être pour toujours, mais
OK. Après, j'avais fait 2-3 ans au bloc. C'était très intéressant. Mais on dirait que j'avais le goût d'essayer autre chose. Puis dis-moi, avant de passer vraiment là, à ton expérience à l'étranger, là, parle-nous un peu du souvenir que tu avais de ton séjour au bloc opératoire là, à Saint-François-d'Assise au début des années 2010. Oui, c'était un monde pour moi qui était complètement différent, vraiment nouveau, parce qu'à l'école, c'est un univers, le bloc, qu'on connaît pas. D'avoir comme cette porte ouverte-là, de voir toutes les différentes spécialités, les différents personnages aussi, je trouve, en général, je trouvais que les chirurgiens, même les infirmières, tout le monde qui gravitait autour de l'univers du bloc était comme un peu... c'était des personnalités fortes. Ça m'a laissé quand même une impression assez forte de ce milieu-là que je connaissais pas. Puis aussi de tout découvrir comme l'anatomie, toutes les procédures chirurgicales, voir les outcomes chirurgicaux aussi, les patients qui revenaient. Tout ça, c'est des choses que j'ai beaucoup aimées. J'ai vraiment aimé mon passage à Saint-François. Après, quand j'essayais de trouver d'autres jobs comme infirmière, les gens, quand ils voyaient que j'avais une expérience au bloc, voulaient toujours comme essayer de me ramener vers le bloc. Mais OK. c'était une très belle expérience qui était concentrée dans le temps. Mais on dirait que j'ai fait le tour pour ce qui est des blocs au Québec, on va dire. Mhm. Mais j'ai encore de l'intérêt pour ça. Puis en 2014 ou 2015, là, tu décides de partir pour l'étranger. Là. Donc, peut-être nous raconter un petit peu là, l'état d'esprit dans lequel tu étais à l'époque, parce que tu aurais pu tout simplement. Il y en a qui quittent le bloc opératoire de Saint-François pour s'en aller, mettons, à la clinique privée en avant de l'hôpital, mais toi, tu t'en vas au Sud-Soudan, c'est ça, en 2015. Ouais. Dans une ville qu'au début, quand j'ai eu le contrat, ça s'appelle Awel, la ville, mais on dirait que ça s'écrit comme en way, genre. Vas-y. Ah ouais, ouais, c'est ça. Que je trouvais ça un peu, ouais, c'est pas... c'est un autre monde, on va dire. Au tout début, j'étais dans les études à ce moment-là, puis j'étais en train de me rendre compte, ça faisait 1 an que je faisais les études en génie métallurgique à l'Université Laval, que c'était trop théorique pour moi, je m'ennuyais, je me voyais pas faire 4 ans là-dedans, puis les métiers qui m'intéressaient demandaient d'aller faire des spécialités. Je suis quelqu'un qui s'ennuie à l'université, j'ai comme réalisé ça. C'est pas par manque, je pense, de connaissances académiques, où j'ai toujours été bonne à l'école, mais je m'ennuie facilement. Que j'ai vu cette opportunité-là passer qui cherchait des gens qui avaient de l'expérience en bloc opératoire 2 ans et plus, des gens qui étaient bilingues, qui étaient prêts à faire des missions de 3 mois et plus avec Médecins sans frontières à Montréal. J'ai appliqué, puis on m'a rappelé. Puis quelques mois plus tard, j'ai eu tout le processus de vaccination, d'entrevue, toutes sortes de permis de travail à demander aussi. Puis ça a été mon premier mandat, c'était à Awel. C'est comme ça que ça se prononce et non Awel. Au Sud-Soudan pendant 3 mois, où j'étais en charge d'un petit bloc opératoire là-bas. Ouais. Puis c'était dans quel contexte, là? Quand tu dis un petit bloc opératoire, c'est quoi, là, juste... Un petit bloc opératoire, c'est 2 salles. OK. Dans le fond, en dessous de moi, il y avait... je gérais l'équipe des infirmiers qui étaient des locaux. Il y avait aussi des chirurgiens, certains qui étaient de l'étranger comme moi. Par exemple, si quelqu'un du bloc à Saint-François prenait un mandat pour 1 mois ou 2 de venir opérer. Puis aussi, il y avait toute l'équipe de stérilisation. C'était moi qui m'en occupais aussi, là. C'est des vieux stérilisateurs avec des vieilles techniques, avec des instruments très, très limités. C'est de la chirurgie de brousse, carrément. Des fois, les gens qui opéraient, c'est pas des chirurgiens. Souvent, c'était des locaux qui ont reçu des petites formations pour faire, par exemple, des césariennes d'urgence ou... on est vraiment dans un autre contexte là, que toutes les belles choses qui se passaient à Saint-François avec des instruments super high-tech, là, c'était carrément autre chose. Mais Awel, c'est une ville de combien d'habitants, disons? C'était quand même une grosse ville. Il y avait un hôpital qui était géré par le gouvernement sud-soudanais.
dans le temps, le Sud-Soudan sont encore en guerre présentement avec le Soudan. Ils s'entendaient pas. Puis c'est toujours les missions dans des endroits où le système de santé n'est pas capable de fournir. Le système est à genoux, il n'y a plus de matériel, il n'y a pas de staff. C'est vraiment... les chirurgies qu'on faisait là-bas, c'était soit life-saving ou limb-saving. OK. Soit il y a un membre à sauver parce que c'est tellement nécrosé qu'il faut l'enlever, ou il y a eu un accident, ou une morsure de serpent, un gunshot, des choses comme ça. Ou bien c'est pour sauver vraiment la vie de la personne. OK. On t'a perdu un instant. Donc, tu disais soit parfois des morsures de serpent ou des choses de cette nature-là. Ouais, ou des coups de fusil, là. Je me rappelle, c'était dans les top 3 là, des chirurgies qu'on faisait. C'était toutes les chirurgies qui impliquaient des blessures par arme à feu, qui étaient dues au conflit, ou des morsures, oui, soit de lézards ou de serpents qui étaient comme surinfectés. On voyait ça beaucoup. Ça, c'est les gens, les clients de l'hôpital, j'imagine, ce sont des personnes pauvres avant toute chose. Ou... Ouais. Est-ce qu'il y a un hôpital privé dans la ville aussi? Ou... Pas dans cette ville-là. Dans OK. d'autres contextes où j'ai travaillé, oui. Par exemple, au Moyen-Orient, il y a ça souvent. En Syrie, par exemple, je me rappelle, il y avait des chirurgiens privés qui faisaient des césariennes ou des choses comme ça. Mais au Sud-Soudan, c'est vraiment un niveau de pauvreté vraiment grand, quelque chose que j'avais jamais vu, même en voyageant ailleurs. Ça reste une des places que j'ai vues qui est les plus pauvres là, dans le monde. Ils sont toujours dans le top 10 des pays les plus pauvres dans le monde. Tu es resté là combien de temps? Je suis restée là 3 mois. Les missions typiques d'infirmière de bloc, c'est 3 mois parce qu'on est toujours de garde aussi la nuit. Tu es On de est de garde 3 garde mois de temps. Là. 24 heures sur 24. Même chose pour les chirurgiens, même chose pour les anesthésistes, mais on accepte évidemment des missions plus courtes pour eux parce qu'ils ont souvent des obligations professionnelles un peu plus intenses à la maison. Souvent, c'est quelques semaines ou un mois. OK. Puis est-ce que c'est un endroit où toi, étais-tu inquiète pour ta personne? As-tu des accidents, des incidents? Ou, Il m'est pas arrivé d'accident à moi personnellement, mais il faut toujours être vigilant quand même. C'est des pays où politiquement c'est vraiment, vraiment volatile. L'ambiance peut changer, il peut arriver un événement politique qui va tout faire changer. Des fois, les étrangers, on devient un peu une cible. Les gens ont une méconnaissance du travail qu'on fait, surtout chirurgical. Ça m'est arrivé en Centrafrique que les gens commençaient à dire à la radio qu'on prélevait des organes sur des enfants, qu'on faisait du trafic d'organes, des choses comme ça. C'était évidemment vraiment loin de la réalité, mais des fois, on peut recevoir certaines menaces, puis ça rend notre travail vraiment plus complexe quand il y a ça. Mais personnellement, j'ai jamais eu de situation où j'étais comme en danger ou quelqu'un tirait sur moi, mais c'est sûr qu'on entend des fois des tirs un peu plus loin, on a des protocoles, on est pris en charge, on sait quoi faire, mais c'est plus stressant que travailler au bloc à Saint-François, on va dire. J'espère, j'imagine. mais quand tu me dis, là, tu arrives dans cette ville-là, tu es en charge du bloc opératoire, tu es en charge du personnel, tu es en charge de l'unité de stérilisation, mais tu me corrigeras, quand tu arrives là, tu n'as aucune connaissance de ça, là, tu sais. Non, exact. Ben, c'est pas des responsabilités que j'avais, on va dire, quand je travaillais au Québec. Souvent, les infirmiers qui sont sous ma responsabilité ou les autres employés, c'est des locaux. Ils parlent pas nécessairement la langue ou, par exemple, au Sud-Soudan, c'était en anglais, en Centrafrique, en français, mais des fois, il y avait beaucoup de difficultés de compréhension avec nous. Le chirurgien vient d'ailleurs, peut-être il est japonais avec un accent vraiment difficile à comprendre. On essaie de travailler tout ensemble, mais ça amène pas mal de défis. Il faut se former. Là, moi, j'ai appris à comment ça fonctionne un autoclave avec du vinaigre. J'emballais mes petits paquets moi-même. J'essayais d'expliquer comment stériliser les pinces, mais c'est sûr que moi, j'ai dû étudier ça parce que je connaissais pas ça.
Puis c'est qui, c'est Médecins sans frontières qui te fournit la documentation ou comment t'as un petit cours de base avant de partir ou Oui, on a un cours que ça s'appelle les Welcome Days où ils nous expliquent un peu le travail de Médecins sans frontières, tout ça, mais c'est assez général. Pour tout ce qui est bloc, je dirais que on s'aide beaucoup entre nous. Quand on remplace une autre infirmière, elle va nous laisser le matériel, les formations qu'elle a données. Notre rôle, c'est vraiment d'essayer de rendre l'équipe locale le plus autonome possible pour qu'on puisse quitter éventuellement. Il y a d'autres organismes, par exemple Operation Smile ou d'autres organismes là, qui se spécialisent dans juste un type de chirurgie, puis ils viennent avec leur staff, leur matériel. Donc, c'est super, ils sont très productifs, ils peuvent voir plein d'enfants, corriger plein de fentes palatines, en amenant leur matériel, par exemple, en 1 mois ou 2 mois, ils peuvent faire plein de gens. Moi, c'est comme plus général, puis l'objectif, c'est vraiment de former des gens. C'est pas moi nécessairement qui me brosse pour aider le chirurgien, mais vraiment de former des locaux pour être capable d'assurer des services chirurgicaux quand MSF va partir. puis est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça fonctionne selon ton expérience, ce type de modèle-là? Quand j'étais au Sud-Soudan, je pense que ça fait 20 ans que MSF était là. OK. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui, je pense que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait de l'aide humanitaire pour aider ces gens-là, pour leur montrer comment faire des chirurgies, mais on part vraiment de la base. Je suis allée dans des blocs où les gens, ils étaient même pas en green, là. Ils amenaient leur linge, genre tu sors de la ferme de moutons puis tu rentres travailler au bloc. Mais ça peut pas marcher. OK. On formait aussi les gens pour faire le ménage, expliquer toutes Des les choses de étapes. base. Ouais. Des choses vraiment de base. Ça faisait partie de mon rôle aussi. Puis la population, vous êtes reçus comment, disons, là, les gens qui viennent se faire traiter, est-ce qu'ils sont plutôt du côté méfiant ou du côté reconnaissant, confiant? J'ai fait 4 missions dans des années, dans des contextes vraiment, vraiment différents. Puis l'accueil est toujours vraiment bon. C'est des populations qui sont pas habituées d'avoir des soins de qualité avec des normes de l'extérieur. On arrive quand même avec un certain bagage puis des normes de qualité assez élevées, par exemple du Québec ou de l'Australie. Puis ils sont extrêmement reconnaissants. Souvent même, les gens vont faire plusieurs jours de marche pour venir parce qu'ils savent qu'il y a un chirurgien québécois qui peut peut-être voir leur enfant. Ils vont transporter leur enfant comme sur leur dos ou en vélo, des fois pendant 2-3 jours. C'est vraiment impressionnant. Puis quand on se lève le matin, vers 7 heures, tu vas faire ton tour à l'hôpital, puis souvent, il y a une grande file de monde. Il y a 150-200 personnes qui attendent OK. pour voir. Puis c'est vraiment des gens qui ont besoin de soins, puis ils ont énormément de gratitude pour notre travail. C'est des journées de travail de 16 heures, c'est quoi? Pratiquement. Ça dépend beaucoup du contexte. Au Sud-Soudan, c'était, on va dire, sporadique. Quand on avait un cas, par exemple, au milieu de la nuit, on rentre, on fait le cas. Après, on pouvait se reposer. Mais j'ai travaillé dans des endroits où c'était en Centrafrique, en Syrie, c'était des chiffres vraiment longs. En Syrie, sur deux salles, on faisait au moins une vingtaine de cas par jour. On travaillait OK. jour et nuit. Il y avait des soirs où on avait 5 césariennes. OK. Donc, après ton expérience au Sud-Soudan, la compréhension que j'ai, c'est que tu reviens à Québec puis tu t'en vas à Rimouski, c'est bien ça? J'ai été travailler un peu, oui, à Rimouski, aux soins intensifs. Puis dis-moi juste ta première impression quand tu es revenu au Québec, là, après ton 3 mois d'immersion dans un contexte social, sanitaire, politique complètement différent. Quand tes premières impressions quand tu es revenu au Québec, c'était quoi? C'est intéressant comme question parce que souvent les gens s'inquiètent de nous quand on part. Tout le monde dit « Ah, mais pourquoi tu vas là? C'est dangereux. » Quand on revient, c'est comme si la pression descend, mais personnellement, j'ai trouvé que c'était là qu'on avait besoin plus d'aide, on va dire. Le retour, j'ai trouvé plus difficile que de partir. OK. Euh,
c'est sûr que à l'hôpital là-bas, il y avait des choses que j'avais jamais vues. On voit pas ça au Québec, de l'insécurité alimentaire ou de la malnutrition infantile du niveau qu'on voit au Sud-Soudan. On voit jamais ça au Québec. Quand tu reviens, tu passes par Dubaï. Il y a un petit centre d'achat. Les gens achètent des sacoches à 5000 $. Il y a des macarons, la durée, une boîte pour 20 $. Tu vois ça. Je me rappelle d'avoir pleuré. J'avais mes lunettes de soleil, puis ça me faisait comme mal, on dirait, en dedans. C'était très difficile de revenir. Puis c'est pas quelque chose que les gens comprennent nécessairement. Ils sont contents de nous voir, mais ça prend un certain temps pour atterrir. Ça prend du temps tout seul pour essayer de jongler avec ces deux réalités-là qui sont tellement différentes, mais à 5-6 heures de vol une de l'autre. Cette difficulté-là, tu l'as comme juste vécu seul, finalement? Tu as juste attendu que ça passe? Ou... Un peu. On est proche des autres gens avec qui on travaille, très, très proche. On devient rapidement amis, on va dire. On veille les uns sur les autres. Des fois, le chirurgien, il est pas là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, il est malade, il a la malaria, il a la fièvre débilitante, il est dans sa chambre. T'sais, on va s'occuper de lui. Puis ça fait qu'on est des équipes très, très soudées aussi. OK. Donc, c'est sûr que ça aide. On garde des bons contacts avec ces gens-là. Donc, eux peuvent un petit peu plus comprendre, je pense, la réalité. Mais j'ai eu quand même du support de certains de mes amis. Quand on est capable de l'expliquer, c'est plus facile, mais je sais qu'il y a certaines personnes, peut-être plus des hommes, qui ont de la misère à l'exprimer. OK. Mais pour moi, c'est important de pas enchaîner les missions. C'est pour ça que mon travail avec MSF, c'était sur 4-5 ans. J'ai pris le temps de revenir, j'ai repris le temps de retourner dans un setup comme Rimouski, où on va avoir de la clientèle aux soins intensifs intubée de 85 ans. Là. OK. Avec des moyens presque illimités. C'est important pour moi de revenir puis de retomber dans notre réalité à nous. Puis, donc, quand tu es revenu du Soudan, c'était clair dans ta tête que tu allais repartir? Ou... J'étais pas certaine à ce moment-là. J'étais pas certaine si j'allais reprendre une mission. C'était plutôt dû... j'avais eu une chef de mission avec qui je m'entendais pas, tout simplement. Okay. Mais avec mon équipe chirurgicale, ça allait très bien. Mais j'avais eu un rapport un peu désastreux. Là. M'avait fait une évaluation qui était très, très négative. Fait que je pensais même pas peut-être aller refaire une autre mission. Mais l'équipe avec qui je travaillais, la gynécologue, l'anesthésiste, m'ont vraiment encouragée puis supportée à prendre une autre mission. Puis comme de fait, c'était complètement différent la deuxième fois, 1 an d'intervalle. La deuxième, c'était en Centrafrique. Donc, c'était quoi le contexte à ce moment-là? La Centrafrique, c'était un conflit interne entre les musulmans puis les chrétiens. Le village où je suis allée, qui s'appelle Bossangoa, c'était un hôpital qui était le 2e plus gros hôpital en Centrafrique. Centrafrique aussi, c'est un des pays qui est dans le top 10 des pays les plus pauvres au monde. Où je suis allée, dans le fond, ils se vantaient qu'il n'y avait plus un musulman qui restait dans cette ville-là, carrément. C'est plus complexe que ça, c'est des jeux de pouvoir entre différentes armées, rebelles, puis tout ça. Mais encore une fois, un contexte vraiment violent, vraiment volatile, avec une population qui souffrait énormément de malnutrition sévère chez des petits-enfants. Cette fois-ci, j'étais pas comme infirmière de bloc, c'était un mandat plus long de 6 mois. J'étais comme directrice des soins infirmiers. Donc, je m'occupais de tout l'hôpital. L'hôpital qui était... il y avait une aile pédiatrique, un bloc opératoire de 2 salles. On avait un petit peu d'ophtalmo, un petit peu de dialyse, des consultations générales, aussi une clinique urgence. Il y avait des soins intensifs, mais avec des moyens vraiment limités. Un hôpital de combien de lits à ce moment-là? Il y avait 400 patients, mais beaucoup moins de lits que ça. C'est fréquent en Afrique qu'il y a plusieurs personnes dans le même lit. Tu vas avoir un adulte
avec un enfant ou 2 enfants d'une famille complètement autre, mais au bout du lit, tu vas voir les noms des 3 patients. OK. C'est vraiment un autre système, ou d'avoir des enfants cordés à l'horizontale dans un lit. Tu vas en avoir 4-5. OK. On manque de lits, on manque de tout là-bas. Là. Ça a été un mandat de 6 mois. Ouais, c'était long. 6 mois. Puis ensuite, tu as fait 2 autres missions en Syrie puis en Palestine. Ouais. Donc, si on parlait peut-être un peu de la Syrie en 2018. La Syrie, c'était avec le conflit avec Daesh, le ISIS. Azaki, qui était une ville centrale en Syrie, où il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs qui se sont toujours bien entendus. Mais après Daesh, ça a vraiment dégénéré. Puis, on est arrivé dans un contexte où il s'était fait chasser de la ville par les Américains. On était à ramasser un peu l'après-Daesh. Il y avait beaucoup des objets, des engins explosifs improvisés qui explosaient quand les gens retournaient des camps de réfugiés vers leur maison. OK. Des genres de mines là, de fabrication maison, des choses comme ça. Exactement. Puis, je peux dire que c'est vraiment diabolique, Daesh. Là. C'est le plus proche de ce que je connais, on va dire, de diabolique. C'était vraiment dur, l'après-coup de ça. Par exemple, ils cachaient volontairement des engins pour que ça soit trouvé par des enfants, genre dans des boîtes de jouets, des trucs comme ça. C'était vraiment fou. On avait une famille de 5 enfants qui ont tous dû être amputés, soit d'une jambe, 2 jambes, parce que en retournant à la maison, il y avait ce qui semblait être comme un cadeau pour les enfants, mais c'était une bombe. C'était une bombe. Ça leur a explosé dans la figure. Là. C'était vraiment... Encore une fois, un autre contexte. Ça a duré 3 mois aussi? 6 mois? Ou... Ouais, je suis restée 3 mois. C'était au bloc, encore avec des gardes 24 heures sur 24. Beaucoup de césariennes d'urgence aussi. Les femmes avaient de la misère à avoir des soins. Un contexte différent parce que la Syrie, c'est quand même un pays où il y avait un certain standard de soins, okay. des gens éduqués, il y avait quand même une certaine qualité aussi chirurgicale. Okay. Mais c'était tellement violent comme conflit que beaucoup de gens sont partis. Okay. Puis il n'y avait plus beaucoup de ressources, pas de soins prénataux vraiment pour les femmes. OK. Quand tu parles des enfants qui explosent sur des engins artisanaux, là, puis tu réfléchis à ça, que tu reviens avec quelle expérience de ça, là, par rapport à ton appréciation de l'être humain, là, qu'on en soit rendu là. C'est sûr que ça, pour moi, ça a été ma plus belle mission, la Syrie. J'ai adoré les gens là-bas. J'ai adoré mon équipe aussi. Il y avait une résilience dans cette équipe-là. Aussi, au niveau de tous les chirurgiens, on avait encore certains anesthésistes locaux. Mais pour moi, c'est sûr que voir ça, ça m'a fait haïr les religions. Malheureusement, je peux pas croire que, au nom d'une religion, on fait quelque chose comme ça. C'est juste tellement mal à plein de niveaux différents que je peux pas comprendre que n'importe quelle organisation va backer ça. Puis, normalement, en droit international, il y a comme une règle qui dit que quand quelqu'un, même un combattant d'une milice ou de Daesh, quand quelqu'un est blessé, ça devient un patient, ça devient un citoyen qui a besoin de soins. Puis peu importe l'allégeance politique ou le groupe, on est tenu de lui donner des soins. À MSF, c'était ça notre réalité, mais on se retrouve présentement
dans des situations dans le monde où certaines milices ou certains groupes comme Daesh ou Boko Haram, par exemple, en Afrique, font tellement de dommages, puis c'est tellement outrepasser les règles, toutes les règles des conflits qui existent, que la population ne veut plus les soigner. On a eu certains patients qui arrivaient en Syrie, puis je voyais les employés aller dans un coin, puis ils me disaient « Andréane, ça, c'est Daesh. Ce gars-là, c'est un Daesh, on le soigne pas. » Puis ils voulaient rien savoir. Puis moi, je dois être comme cette personne-là qui est comme neutre, qui doit dire « Oui, mais c'est des règles internationales. On n'a pas le choix de le soigner. C'est au-delà de Andréane Racine, c'est au-delà de MSF. C'est un être humain, puis c'est là qu'on est. Mais dans la situation, je peux comprendre aussi que si tu as perdu des membres de ta famille, tu as vraiment souffert, tu es témoin de des choses comme ça dans ton entourage, de des voisins qui ont eu des blessures qui vont traîner toute leur vie. Tu veux pas nécessairement soigner cette personne-là. Fait que, oui, c'est sûr que ça te fait réfléchir sur l'humain, sur les religions aussi. Moi, c'est sûr que dans ma tête, je peux pas dire que que je crois vraiment au bon Dieu, là. Genre, soit ça ou il dort au gaz, je sais pas, mais voir des affaires de même, ça te fait reconsidérer ben des choses. On prend une courte pause, puis on revient avec Andréane Racine, qui est infirmière. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Ta dernière mission, Andréane, était à Gaza, en Palestine, après la même année finalement que la série. Donc 2018, tu as été parti pas mal toute l'année. Là. Donc tu as eu peut-être un peu moins de... Pourtant, la série, ça semble avoir été très difficile, là, d'après ce que tu racontes. Puis tu en as raconté simplement quelques petits extraits. Là, puis tu es reparti tout de suite ou... Pourquoi? Oui, dans le fond, ça a été difficile, oui puis non. C'est sûr que la situation là-bas, c'était vraiment difficile pour la population, mais il y avait aussi beaucoup de des vraiment belles réussites aussi dans notre équipe. Je me suis fait des amis aussi là-bas, un anesthésiste en particulier qui était à la fin de sa carrière. On était à 2 places différentes dans notre vie, mais on était très proches, on travaillait vraiment tout ensemble. Malgré que c'était très difficile, j'en garde un vraiment super beau souvenir. J'étais quand même prête, je me sentais prête à repartir assez vite. Puis ça s'est présenté comme un appel un petit peu d'urgence. Dans le fond, le bureau à Montréal a envoyé un email à tous les gens qui avaient déjà de l'expérience pour MSF au niveau du bloc opératoire, soit infirmiers, chirurgiens, parce qu'il y avait beaucoup d'affrontements avec Israël. Il y avait des manifestations à chaque vendredi avec le mur qui sépare Israël de la Palestine. Puis les Israéliens avaient commencé à comme tirer sur des gens. C'était toutes des blessures aux membres inférieurs. Il y avait beaucoup du vasculaire, mais aussi beaucoup d'ortho, par exemple des amputations ou c'est ça, vraiment des blessures aux membres inférieurs. Israël se défendait en tirant sur les gens, mais volontairement sans les tuer, c'est ça, en les blessant volontairement au niveau des membres inférieurs. Oui, puis à un moment donné, on pensait même que les munitions qui étaient utilisées avaient peut-être des composantes biologiques parce que ça faisait tellement des plaies qui étaient laides puis qui n'étaient pas soignables qu'on se demandait. Mais finalement, je pense que c'était au niveau de la distance de tir. Il
il avait des genoux comme complètement éclatés. Il n'y avait rien à faire avec ça, vraiment. Donc, ils ont lancé un appel à l'aide. Tout le monde qui avait des disponibilités pour aller à Gaza parce qu'ils recevaient des centaines de blessés par jour. Par jour? Des gens, ouais, très jeunes aussi. OK. Souvent, c'est des jeunes hommes là, dans la vingtaine, même plus jeunes, qui allaient manifester contre Israël, puis ils se faisaient tirer comme ça. Fait qu'on était à peu près... Toutes les équipes étaient sur le terrain, il y avait certaines personnes, puis moi, j'avais des disponibilités. Je travaillais dans le Nord, j'ai reçu le email, est-ce que tu es disponible? J'avais 1 mois de disponibilité, j'ai écrit, est-ce que c'est suffisant pour vous? Ils m'ont dit, oui, viens-t'en. Je suis partie, puis c'est ça, c'était très court. Je restais seulement 1 mois, mais c'était intense aussi. OK. On dormait à l'hôpital. On travaillait 24 heures sur 24. Pas beaucoup d'écotourisme. Non. Surtout quand t'es pas mal pogné là. Puis, tu parles de toutes ces amputations-là des membres inférieurs en termes de réadaptation, de prothèses. Est-ce qu'il y a des facilités ou ce sont des gens qui vont essentiellement rester là, souffrir de ce handicap-là le reste de leur vie dans ce contexte-là? Je dirais que ça, c'était ma préoccupation, on va dire, principale. Je trouvais, contrairement à la série, que il n'y avait pas une grande qualité chirurgicale. C'était pas quelque chose qui semblait être du côté des les quelques Palestiniens qui restaient, là, qui étaient capables de faire des chirurgies. Ça semblait pas être une préoccupation d'avoir un outcome chirurgical qui permet de mettre une prothèse. OK. Ça, c'était quelque chose qui était extrêmement frustrant parce que je voyais des choses que ça n'aurait pas été acceptable ici. Manque de suivi aussi, je trouvais le standard qui était vraiment pas bon. OK. Puis que c'est le patient qui va souffrir toute sa vie de ça. Le résultat d'une chirurgie qui est bâclée comme ça, il va porter ou souffrir toute sa vie à cause de ça. Heureusement, à la fin, on a apporté ces plaintes-là, on peut dire, à MSF. On a eu des chirurgiens en reconstruction qui sont venus, entre autres, une fille avec qui j'ai travaillé, qui était une chirurgienne au Brésil, mais qui était une magicienne, là, faisait toutes sortes de flaps, pouvait faire n'importe quoi, là. Puis elle a beaucoup aidé de ces patients-là. Peut-être aujourd'hui, ils savent pas son nom, mais en tout cas, moi, j'ai vu son travail, puis j'ai vu que ça l'a changé la donne. Peut-être qu'ils savent pas, les patients, mais nous, on le voit. Ils ont été chanceux de la croiser sur leur chemin. Oui, énormément. J'ai travaillé avec un Italien aussi, assez âgé, en fin de carrière aussi, qui était un chirurgien en reconstruction. On a eu des bonnes personnes qui sont venues au bon moment pour aider, mais au début, c'était pas... C'était pas fantastique? Non, c'était pas acceptable, on va dire, qu'est-ce qui se passait là-bas au niveau chirurgical. L'hôpital où tu étais à Gaza, est-ce que c'est techniquement un hôpital contrôlé par Médecins sans frontières ou Médecins sans frontières fournit du personnel à un hôpital civil palestinien? C'est rare qu'on a un hôpital au complet. En général, on va aller toujours dans l'optique de supporter le système de santé local. OK. Donc, il va y avoir du staff qu'on dit du MOH, comme Ministry of Health du pays où on est. Puis, il va y avoir du staff de MSF. OK. Puis nous, souvent, qu'est-ce qu'on amène, c'est comme du matériel, du staff qualifié. Il manque souvent de matériel dans des situations comme ça. Fait que c'est comme notre rôle on vient toujours pour essayer d'appuyer le Ministry of Health. OK. OK. Puis ça a duré simplement 1 mois. Après, tu es revenu avec un conjoint, si je ne me trompe pas. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Okay. Oui, c'est ça. Dans le Tu as fond, rencontré ton conjoint là-bas? oui, on s'occupait de plusieurs hôpitaux à Gaza. Je pense qu'il y en avait 4, juste sur la Gaza Strip où on était. On allait supporter différents hôpitaux à différentes journées. Mais Lou, qui est maintenant mon mari, il travaillait à l'urgence, il faisait du triage. Donc, des fois, il m'appelait. Moi, je m'occupais du bloc, puis il me disait « Ah, on va avoir un cas, puis ça semble, c'est comme
plus du vasculaire. Fait que moi, je préparais l'équipe. On travaillait avec un Belge qui faisait de la chirurgie vasculaire. On préparait le matériel, puis il montait le patient. C'est comme ça qu'on s'est connus. On parlait avec des walkie-talkies souvent, mais on mangeait ensemble, on vivait ensemble pas mal. Aussi, on était 40 dans la même maison. Dans la même maison. OK. Ouais. Puis ça, c'est 2018. Avec le recul, as-tu l'intention de repartir ou pour toi, c'est une époque qui est derrière toi définitivement? Oui, j'aimerais ça repartir. Pour l'instant, c'est pas possible à cause de notre réalité familiale. Aussi, financièrement, on va dire, c'est pas vraiment possible. C'est un montant symbolique qu'on reçoit pour notre travail. Par exemple, on fait tout le même salaire. Si on est dans la même équipe, toi, moi, un anesthésiste, on va recevoir à peu près 2000 $ par mois pour notre travail. OK. Donc, c'est sûr que nous, maintenant, on habite à Montréal, on a une maison, on a une hypothèque dessus. C'est pas possible de vivre avec ce montant-là. Avec des enfants aussi, on peut pas les amener. C'est un choix qui peut fonctionner pour une période de temps où on est plus tout seul. Okay. Mais c'est sûr qu'un jour, peut-être à la fin de ma carrière, comme plusieurs des gens qui font MSF, ils sont à la fin de leur carrière, leurs enfants ont grandi, puis ils vont faire une petite mission. Ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Puis on en parle souvent. Je sais que mon mari aimerait ça aussi, repartir. Ça fait partie de nous. On aime ça. C'est quoi ton plus beau souvenir de cette expérience-là de 4 ans là, de médecine humanitaire? C'est plutôt certains cas, certains patients qui m'ont touché un peu plus. Il y avait évidemment le cas des 5 enfants de la même famille. Le papa, il était toujours à l'hôpital. Il a accepté de parler puis même faire une espèce de vidéo pour MSF pour dire les soins qu'ils ont reçus puis tout ça. Cette famille-là, qu'on soignait tout le temps leurs enfants, je veux dire, ils ont resté là les 3 mois où j'étais là. C'est sûr qu'ils m'ont beaucoup touchée. Il y avait un autre jeune patient aussi, c'était qui s'appelait Saïd, qui est un jeune homme de 16 ans qui était un Yézidi. Les Yézidis, c'est comme un groupe ethnique minoritaire qui ont souffert beaucoup aux mains de Daesh, on peut dire, qui venait d'Irak avec sa famille, il était dans un camp de réfugiés, il était brûlé à plus que 70% de son corps, donc on le voyait. On a décidé de le prendre en charge parce que je le voyais comme du coin de l'œil. C'était pas notre patient, mais je voyais qu'il s'améliorait pas. Il y avait beaucoup de patients, des grands brûlés qui décédaient aussi. Donc, j'ai comme convaincu le chirurgien avec qui j'étais, qui était un gars de transplant. C'était pas du tout un chirurgien de brûler, mais de prendre en charge ce jeune homme-là parce que sinon, il avait comme aucune chance. Là. Il était tellement enflé, puis ça s'améliorait pas ces choses. On l'a pris, puis le chirurgien avec qui j'étais l'a comme adopté, on va dire, sous son aile. Là. Il se souciait vraiment beaucoup de ce patient-là. Puis finalement, à peu près 1 an après, il m'a envoyé une photo de Saïd. Sa famille venait toujours nous voir, il venait nous porter des petits bonbons, il venait nous dire merci. Ce patient-là m'a comme marqué. Mais je pense souvent à ça, que ça a vraiment changé quelque chose qu'ils ont eu moi avec André, qui était le chirurgien avec moi, pour le prendre en charge. Je sais pas s'il serait là, ce petit gars-là, aujourd'hui. Puis on a fait des chirurgies au niveau de sa main, plusieurs greffes de peau. Les anesthésistes aussi sont assurés qu'il était confortable parce que ça avait l'air extrêmement douloureux. C'était du bon travail, puis ça a changé la vie de ce jeune homme-là, d'avoir cette équipe-là qui était présente. Dirais-tu que parce que tu parlais tout à l'heure des enfants là, qui ont explosé là, sur cet engin-là. Est-ce que les plus beaux souvenirs sont en même temps les pires souvenirs? Ou? Je pense que oui. C'est comme... c'est ça qui nous motive aussi. Tu peux pas être motivé d'aider cette famille-là. Je veux dire, c'est pour ça qu'on choisit aussi nos carrières puis notre travail. On est là pour aider les gens en général, tu sais, quand on fait du bloc.
Puis moi, je trouve que c'est comme un niveau de motivation qui est tellement grand, c'est fou, t'es comme sur l'adrénaline, tu veux tellement aider, puis on se découvre des forces quasiment surhumaines là, pendant ces mois-là où on est de garde. Comment on fait pour travailler puis faire 20 patients dans la journée, puis faire 5 césariennes la nuit, puis recommencer le lendemain, puis le surlendemain, puis ça, pour moi, c'est vraiment motivant. Depuis ton retour, ou tout au moins dans le moment, là, on peut pas dire que tu es revenu à un travail normal, là, donc tout à fait. Pour nous, en tout cas, là, le commun des mortels, qu'est-ce que tu fais dans le moment comme emploi? Dans le moment, dans le fond, je fais qu'est-ce que plusieurs infirmières de MSF font. J'ai fait en 2016-2017 mon cours d'infirmière rôle élargi pour faire du Grand Nord. Donc, j'ai fait longtemps de l'agence. Je partais en mission, je revenais, puis je travaillais un petit peu dans les communautés Premières Nations en dispensaire. Puis depuis 2019, j'ai été embauchée par la même clinique, donc je retourne toujours dans le même village. Mon travail maintenant, pour moi, c'est pas mal un travail normal, dans le sens que c'est du 9 à 5 avec des gardes. Mon poste, je fais des suivis de grossesse 2 jours par semaine. Je fais des évaluations pédiatriques 0-5 ans 2 autres jours. Puis je fais de l'administratif le vendredi. Pour moi, c'est pas mal une job normale, on va dire, excepté que le contexte est différent encore parce que c'est des Premières Nations. C'est des mandats de... c'est pas un mandat, en fait, c'est un emploi, mais c'est tu quittes là, pour la Côte-Nord, pour la baie James, à quelle fréquence? Comment ça... Avant, c'était environ 2 mois de travail pour 1 mois de vacances. Maintenant, c'est du 1 mois, 1 mois. OK. Donc, mon mari travaille dans la même clinique. On vient juste de revenir maintenant à Montréal. On habite à Montréal le reste du temps. Que c'est 1 mois maintenant. Mais cette fois-ci, je vais pas retourner parce que je vais être trop avancée dans ma grossesse. Qu'est-ce que vous faites avec votre garçon? Ou qu'est-ce que vous faisiez? Là? Vous partez avec lui, puis... Dans le fond, en général, il y a une petite garderie. Il OK. allait à la garderie au départ. Il a appris des petits mots en cri. OK. C'était la seule petite tête blonde dans OK. sa classe. Mais dernièrement, j'ai été réaffectée pour la santé publique à cause de la COVID. Donc, je travaille de la maison, donc je restais avec lui. J'étais OK. quand même capable de rester avec lui dans le Nord. Puis, c'est sûr qu'il y a d'autres problèmes là, dus au télétravail avec des enfants. C'est pas toujours facile, mais Ouais. ça achève. Bientôt, je vais être en congé de maternité, puis on va essayer de trouver une solution, de combiner ça, voir c'est quoi qui est mieux pour notre famille, si on retourne ou si juste mon mari retourne. Est-ce qu'il serait envisageable pour vous deux d'avoir ce que j'appellerais un travail normal? Il y a beaucoup d'hôpitaux à Montréal. Il y a beaucoup de besoins, là, surtout, toi, tu en entends parler dans les médias, là, la pénurie de personnel infirmier dans le réseau. Pour l'instant, moi, je serais intéressée à avoir un travail normal. Qu'est-ce que je trouve plate, c'est qu'on est limité. Par exemple, toutes les choses que je fais dans le Nord, je peux pas faire ces choses-là, par exemple, à Montréal. Si je vais dans une clinique, pour faire qu'est-ce que je fais, ça prend un diplôme d'infirmière praticienne. Maintenant, j'ai une famille, je peux pas, juste sur la base de l'expérience, avoir un poste comme ça légalement. Ça marche pas. Il est possible dans le Nord ou à MSF de faire des choses qu'on peut pas faire en temps normal parce qu'il y a un manque de ressources. Aurais-tu un exemple? Juste faire des points, par exemple. OK. Points de suture. Fermer des plaies. Ou juste, diagnostiquer, par exemple, une otite ou un swab de gorge, un strep, une infection urinaire, partir des crèmes, de la cortisone, des petites choses qui sont 4 ou 5 là, à l'urgence. Ben, moi, dans le Nord, j'ai pas besoin de consulter personne. Même pour faire mes suivis de grossesse, c'est moi qui prends le cœur fœtal, c'est moi qui prends les rendez-vous, qui regarde aussi les bilans sanguins de la patiente. Ah, OK, elle a un diabète de grossesse, ben peut-être je vais la faire voir par un médecin, mais il y a beaucoup plus de choses que je peux prendre en charge. Puis quand je vais voir le médecin, c'est parce que ça outrepasse mes connaissances. Mais
Les dernières fois où j'ai fait de l'urgence au Québec, c'était à Sept-Îles, puis on pouvait rien faire. Je trouve ça triste pour les patients qui sont en attente. Par exemple, quand clairement le tympan il est perforé, ça leak, ça sent pas bon. C'est clair qu'est-ce qu'on doit faire, mais Tu peux on pas le peut faire. pas, on est limité, puis ça, je trouve ça un peu frustrant. Pour cette raison-là, je surveille, par exemple, vraiment qu'est-ce qui se passe dans le réseau de la santé, si on va pouvoir aider un peu plus, au moins faire les choses qu'on connaît, mais ça n'a pas l'air parti pour ça. On est très limité. Est-ce que tu te verrais actuellement là, dans le contexte actuel, travailler là, avec comment penses-tu que tu te comporterais ou serais-tu heureuse là, dans le moment, dans le contexte actuel? Je l'ai faite en avril 2020, quand j'étais en postpartum de 4 mois avec mon bébé. J'avais vu que les filles dans le CHSLD Saint-Michel, pas loin de chez nous, avaient l'air un peu à rusher. Je me suis dit, je vais aller donner un coup de main. Je m'excuse. Je vais aller donner un coup de main. Puis, j'ai travaillé 1 mois dans un CHSLD dans la pandémie. Puis j'étais souvent soit la seule infirmière ou avec une autre infirmière auxiliaire. C'était vraiment comme sur 5 étages, on courait. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait des protocoles de détresse respiratoire en même temps sur différents patients qu'on n'était pas capable de donner un bon suivi aux patients. Il n'y avait pas assez de ressources infirmières qualifiées, on va dire. Puis j'ai trouvé ça quand même difficile. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde qui est dans le réseau en ce moment. Moi, je suis un peu en parallèle parce que dans le Nord, c'est complètement différent, mais en même temps, ça m'a pas donné le goût vraiment de retourner à temps plein là-dedans. Je trouve que ça aurait été au détriment de ma santé à moi, de celle de ma famille. Encore beaucoup, beaucoup d'heures supplémentaires obligatoires. À mon premier soir où je suis arrivée, là, j'avais les 2 seins pleins de lait. Là. Je m'excuse si c'est trop d'informations. Non, non. Mais c'était comme du bois. C'était la première fois que je laissais mon petit plus que 8 heures. Puis la coordonnatrice est venue me voir puis elle m'a dit « Ah, c'est toi la nurse, j'ai besoin que tu restes cette nuit. » Mais c'est pas possible. Tu peux pas demander à une mère de choisir entre des patients qui sont dans leurs derniers instants de vie. Ils ont besoin de quelqu'un auprès d'eux. Ils ont besoin de soins. Puis de me demander de choisir entre mon nouveau-né qui attend après moi, puis que visiblement mon corps est comme attaché à lui encore aussi. On peut pas demander des choses comme ça. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est qu'on demande aux filles de choisir un peu entre l'hôpital ou bien tu t'occupes de ta famille correctement. Mais ça peut pas marcher. Tant et aussi longtemps qu'on va être dans ce dilemme-là, on va avoir des problèmes pour garder des gens de qualité dans le réseau. C'est quoi la solution selon toi, s'il y en a une? Ou... Moi, qu'est-ce que je ferais? Ce serait de faire comme dans les autres provinces. Ça serait de faire un guichet sur Internet, un guichet web où toutes les infirmières qui sont qualifiées, qui ont travaillé à quelque part, par exemple, toutes nos retraités du Bloc, où tu mets tes disponibilités. Tu es disponible une journée? Parfait, tu es qualifié, tu es formé, les gens sont contents de ton travail. Parfait, on va te payer une journée. C'est correct parce que présentement, il n'y a pas d'option dans le réseau public qui offre ça. Pour avoir ça, tu dois aller dans le privé. OK. Juste d'avoir une banque de noms puis de respecter qu'est-ce que les gens te donnent. Si la fille est étudiante, elle te donne 2 jours par semaine, l'autre est retraitée 2 jours aussi, on cumule ça, puis oui, tu vas en avoir des gens, puis des gens qui sont frais et dispo pour venir aider, puis qui sont pas en agence. Ça marche pas. Il y a ça, puis il y a le syndicat aussi qui laisse pas les gens être ils veulent des infirmières à temps plein, mais temps plein avec le TSO, c'est trop. Je pense qu'on n'a rien à perdre à faire ça. Ça coûterait $0. Tu sais, des gens qui sont déjà orientés dans les services. Pourquoi se priver de ces gens-là? Moi, je comprends pas. Là. Juste. On va garder ça en tête. On arrive à la fin de l'entrevue. C'est que tu m'as peut-être répondu, là, mais c'est une petite section baguette magique à ce balado. Donc, je te donnais le loisir de changer une chose dans le système de santé aujourd'hui. Avec un coup de baguette magique, ce serait quoi? Vite de même, c'est sûr que je prêcherais un peu pour
pour ma paroisse, je pense, là. Pour les infirmières, parce que je connais plus leur réalité. Mais c'est sûr que moi, le temps supplémentaire obligé, ça serait la première chose que je délaisserais. Je trouve pas que c'est une façon de traiter des employés ni du système public, ni des employés de la santé, ni personne. Tu peux pas forcer quelqu'un à rester ou à travailler pour toi. Il faut trouver d'autres solutions, puis ça fait assez longtemps qu'on tolère ça. Pour moi, ça, c'est mon frein principal aussi à retourner dans le réseau, dans une job plus normale. Ça serait l'abolition du TSO, ma baguette. Abolir le temps supplémentaire obligatoire. Ouais. Puis si je reprends la baguette magique, puis je te donne le loisir ou le privilège de rencontrer aujourd'hui n'importe qui dans le monde pour prendre un café ou un verre, ce serait qui? En fait, je l'avais rencontré déjà. OK. Quand j'étais plus jeune, j'avais lu le livre de Roméo Dallaire. OK. Puis ça m'avait beaucoup marqué puis inspiré. Puis un jour, j'étais assis dans l'avion, puis il était à côté de moi. Mais je l'ai reconnu, mais j'osais pas lui parler. OK. Mais ça serait définitivement... J'ai eu des regrets après ça de pas y avoir parlé. Je voulais pas le déranger ou peut-être dans un contexte dans l'avion où il y a plein de monde. Puis... J'aimerais retourner dans cet avion-là. Le livre est assez lourd. Je retournerais, mais pour faire un balado là, comme toi. Juste OK. 1 à 1. Mais c'est quelqu'un que j'aimerais entendre par rapport à qu'est-ce qu'il a vécu. Quelqu'un que j'admire énormément aussi, malgré que lui était du côté plus militaire, puis moi du côté plus humanitaire que souvent les gens opposent dans leur tête. Mais j'aimerais ça savoir comment il vit sa vie aujourd'hui, sa perception des choses, comment il va aussi. Mm-hmm. Puis le remercier aussi pour qu'est-ce qu'il a fait parce que ça devait être très difficile d'être dans cette situation-là. Mais avec le livre puis tout ça, on voit que c'est quelqu'un qui était comme en même temps extrêmement courageux, mais avec une vulnérabilité aussi humaine. Mm-hmm. C'est quelqu'un que j'aimerais vraiment rencontrer. Peut-être que je le serrerais aussi dans mes bras. As-tu une cause qui te tient à cœur, un organisme que tu supportes ou que tu aimes? On est donateur pour MSF maintenant qu'on peut plus faire de mission vraiment. C'est sûr qu'à MSF, on squeeze chaque dollar, là, vraiment. C'est vraiment un bon organisme pour donner, pour avoir aussi les reçus d'impôts, tout ça. Les yeux fermés, c'est très bien géré comme organisme. La deuxième cause que j'ai, c'est un peu la suite, je pense, des patients que j'avais en mission, c'est-à-dire tous les gens qui sont des immigrants qui arrivent ici avec tout qui est à refaire, même si mon chum, c'est un riche immigrant anglophone d'Australie, il a dû quand même tout refaire, malgré 20 ans d'expérience en soins infirmiers, il a tout refait, ses cours, ses examens, c'était difficile à avoir... Juste réavoir tous les papiers pour recommencer à travailler. Fait que moi, c'est une catégorie de gens que je respecte énormément, surtout ceux qui sont prêts à accepter des fois des jobs moins intéressantes en se disant comme « Ah, mes enfants vont l'avoir plus facile. » Nous, on habite dans Parc Extension. C'est juste de ça, Parc Extension. C'est des immigrants avec des familles, puis des ingénieurs qui viennent installer des tablettes chez vous pour 20$ de l'heure, mais les enfants parlent parfaitement français, ils sont super bien intégrés. Ça part tôt le matin, à 7h, il n'y a plus un char dans la rue, là. Ils travaillent vraiment fort. Fait que ça, moi, c'est quelque chose qui m'inspire, puis une cause que j'aime beaucoup. Avant de nous quitter, aurais-tu une dernière pensée, peut-être, sur ton expérience auprès de Médecins sans frontières? Oui. Dans le fond, quand j'étais à Médecins sans frontières, je pensais souvent à l'équipe du bloc avec qui on travaillait. Ou j'ai travaillé à d'autres blocs aussi, à Sept-Îles, plus en région. Mais des fois, j'aimerais ça, on dirait, qu'on puisse faire un stage ou voir c'est quoi, justement, faire de la chirurgie avec comme une armoire de
1 mètre par 2 mètres d'instruments. Puis c'est tout ce que tu as. J'aimerais ça des fois que les gens prennent conscience aussi de tout ce qu'on a au Québec comme qualité de soins, comme qualité d'intervenants aussi, puis que la population back aussi le réseau. Parce que des fois, quand j'entends des choses comme, mettons, François Legault qui dit « Ah, les médecins de famille ne voient pas assez de patients » ou « Ah, les infirmières, le problème, c'est les infirmières à temps partiel », c'est comme vraiment pas de ça qu'on a besoin en ce moment. Au contraire, on a besoin que les gens prennent conscience justement de la fragilité aussi du réseau, de toutes ces petites libertés-là, services qu'on a qui sont payés. Je pense que les gens ils réalisent pas à quel point on est chanceux. On a quand même un super bon système. Puis c'est de ça qu'on prend conscience quand on va ailleurs. On se rend compte à quel point qu'on est chanceux. C'est une belle conclusion. Alors, Andréane, merci. Ça a duré une bonne heure, c'est très gentil. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Tu m'as donné le goût peut-être ou certains sujets d'entrevue supplémentaires, donc peut-être que je vais te revenir au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, puis anytime. J'ai plein de gens intéressants à te faire connaître. Excellent, c'est fantastique. Alors, ça complète le balado pour aujourd'hui. Je vous invite à visiter le site web qui est baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Je vous invite à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix également. Sur le site web, donc, vous pouvez vous inscrire au site web, vous pouvez m'envoyer un courriel, me suggérer des invités. Et je fais également appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.